On n'y pense pas vraiment, n'est-ce pas? Chaque jour, on ouvre le robinet et hop, de l'eau. Propre, sûre, potable. C'est presque un réflexe, une confiance aveugle. Sauf que derrière ce geste si simple, il y a un système d'une complexité folle. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement avant que cette eau n'arrive jusqu'au verre? Et c'est la question centrale finalement. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir cette confiance totale dans l'eau du robinet? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va explorer les deux côtés de la médaille si on veut. D'un côté le plan parfait sur le papier et de l'autre, eh bien la dure réalité du terrain. Voilà, c'est exactement ça. D'un côté, on a le plan méticuleux, la belle architecture de règles pensées pour que rien, absolument rien, ne puisse mal tourner. Et de l'autre, on a le champ de bataille, le quotidien, les défis bien réels, les pannes, les crises, bref, la mise en application. Alors, qui gagne à la fin? Ok, alors commençons par le commencement, le plan idéal. Et pour ça, on va regarder de plus près la réglementation québécoise. C'est un peu le mode d'emploi de l'eau parfaite, un vrai manuel de référence. Et au cœur de ce manuel, il y a un principe non négociable, une obligation légale, fondamentale. Ce n'est pas une recommandation, c'est une exigence. L'article 3, il est limpide. La personne qui fournit l'eau est responsable de sa qualité. Point. La ligne de responsabilité est on ne peut plus claire. Et pour être sûr qu'il n'y ait aucune ambiguïté, la réglementation prend bien soin de définir ce qu'est un système de distribution. Attention, on ne parle pas juste du petit tuyau sous l'évier. Non, non, ça couvre absolument tout, du moment où on capte l'eau jusqu'au robinet. Ça veut dire que le contrôle doit être total de A à Z. Et là, on entre dans un niveau de détail qui est juste impressionnant. Prenons l'article 22 par exemple. On ne parle pas de faire un petit contrôle de temps en temps, non. On parle de surveillance en continu 24/7 avec des alarmes qui se déclenchent à la moindre anomalie. Pour les plus petites installations, il faut noter le niveau de désinfectant toutes les 4 heures. Et pour les plus grosses, on passe à la vitesse supérieure, un logiciel qui calcule en temps réel les taux d'élimination des virus. C'est de la data au service de la sécurité, purement et simplement. Bon, avoir des règles, c'est bien, mais s'assurer qu'elles sont respectées, c'est mieux. Et là-dessus, le système ne rigole pas. Pour que tout ça ne reste pas lettre morte, il y a des sanctions, et elles sont, disons, très dissuasives. On parle d'amendes pouvant aller jusqu'à 600 000 €. Ça envoie un message assez clair sur le sérieux de l'affaire, non? Mais attention, le plan ne mise pas tout sur la technologie ou sur la peur du gendarme. Loin de là. L'article 44 met le doigt sur un point essentiel, le facteur humain. L'expertise. Chaque opération, chaque surveillance, tout doit être fait par une personne compétente, reconnue. C'est ça la garantie finale. Savoir que des pros qualifiés sont aux commandes. Ok, on a vu le plan idéal, la théorie parfaite. Maintenant, on bascule de l'autre côté. On va sur le terrain, là où la réalité est parfois beaucoup plus compliquée. On va s'intéresser aux difficultés bien concrètes des territoires d'outre-mer français. Et là, on est en plein dans ce qu'on appelait la bataille constante. Écoutez bien cette phrase, tirée d'un rapport de la Cour des comptes. C'est saisissant. On passe d'un monde idéal de contrôle absolu à une réalité où avoir de l'eau, tout simplement, est un combat de tous les jours, avec toutes les conséquences dramatiques que ça implique pour les gens. Et les chiffres, eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Guadeloupe, par exemple, sur 18 stations d'épuration, il y en a 14 qui ne sont pas aux normes. 14 sur 18. On n'est plus dans le petit pépin technique, là. On est face à un vrai problème de fond, un problème systémique. Et voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le plan parfait exige des experts, des techniciens qualifiés partout. Sauf que la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est une pénurie de compétences. Le fameux maillon humain, celui qui est si crucial dans le plan idéal, eh ben, il est fragilisé. Mais alors, comment on a pu en arriver là? Ce graphique, il est assez parlant. Regardez, la ligne bleue, c'est l'argent qui a été promis, autorisé pour les projets. La ligne orange, c'est ce qui a été réellement payé. Vous voyez le gouffre? Cet écart énorme entre les promesses et les versements, ça bloque tout. Ça paralyse des investissements qui sont pourtant vitaux. Alors, face à une situation pareille, que faire? Il fallait une réponse forte. C'est là qu'intervient une intervention gouvernementale d'envergure, conçue pour essayer de rattraper le coup, de combler ce fossé. Ça s'appelle le plan Eau-DOM. Et l'idée derrière ce plan, le PODOM, c'est pas juste de mettre des rustines, pas du tout. L'objectif, c'est de tout reconstruire, de repartir sur des bases saines pour avoir enfin des services d'eau qui tiennent la route sur le long terme. Et la méthode, elle, change radicalement. Fini de donner de l'argent sans garantie. Là, on parle de contrat de progrès où tout le monde s'engage sur des objectifs clairs. Les financements sont conditionnés à l'atteinte de ces objectifs. En gros, l'idée, c'est l'argent doit servir à quelque chose de concret, de mesurable, de durable.
Et quand on parle d'intervention, on parle de sommes colossales. Regardez ce tableau tiré du rapport de la Cour des comptes. On voit des centaines de millions d'euros injectés, que ce soit à Mayotte, à La Réunion. C'est clair, il y a une vraie volonté politique et financière de s'attaquer aux problèmes de front. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu les deux côtés, hein, le plan parfait d'un côté, la bataille quotidienne de l'autre. La vérité, elle est où dans tout ça? Pour résumer, le plan, lui, il exige la crème de la crème technologique, de la surveillance automatisée, des alarmes en temps réel, bref, la sécurité maximale. Et en face, on a la réalité du terrain. Une bataille logistique de base. Le manque de labos sur place, ce qui veut dire qu'il faut envoyer les échantillons d'eau à analyser à des milliers de kilomètres. Imaginez un peu le truc. Les délais, les coûts. Le fossé entre la théorie et la pratique est juste vertigineux. La grande leçon dans tout ça, c'est que pour avoir une eau sûre, ça ne suffit pas d'écrire des règles parfaites sur un papier. C'est bien plus que ça. C'est une question de moyens financiers, d'experts sur le terrain et surtout d'une volonté politique qui ne faiblit pas pour que tout le système fonctionne. Pas juste un jour, mais tous les jours. Et ça nous ramène à notre question du début, mais avec une nouvelle perspective. Pour que tout le monde ait une eau vraiment sûre, est-ce qu'il faut des règles encore meilleures, encore plus strictes, ou est-ce qu'il faut surtout se donner les moyens d'appliquer correctement celles qu'on a déjà? C'est tout le dilemme qui se cache finalement dans chaque goutte d'eau de notre robinet.